Et alors, on nous demande aussi que pensez-vous du comte de Paris qui pourrait devenir roi de France? Parce que vous êtes, et d'ailleurs, est-ce que Civitas c'est royaliste? Parce que ça, c'est une question qu'on vous a souvent accolé cette étiquette. Hein, et d'ailleurs, là encore, si on nous a souvent accolé cette étiquette, c'est souvent par, désolé du terme, mais par imbécilité des journalistes, par incapacité des journalistes d'aujourd'hui à comprendre quelques concepts de base. Quand je lis la revue de presse à propos de Civitas, je trouve fréquemment des journalistes qui écrivent que nous sommes royalistes puisque nous défendons la royauté sociale du Christ sur la société. Je rappelle que le règne du Christ roi, c'est le règne du Christ sur la société, c'est pas le règne du comte de Paris sur la société. Être pour le règne du Christ sur la société, ça ne signifie pas nécessairement passer par un système royaliste dans un État. Pour vous donner un exemple, l'Équateur a connu un personnage que les catholiques apprécient tout particulièrement, c'est García Moreno. Ça a été un grand président de la République d'Équateur qui a combattu la franc-maçonnerie de façon impitoyable. Il a restauré le catholicisme en Équateur, mais dans le cadre d'une présidence républicaine. Mais évidemment, une présidence d'une république qui n'avait rien à voir avec la République française et ses fondements de 1789. En fait, l'essentiel n'est pas dans le fait de dire que l'État doit être ou une république, ou une monarchie, ou un régime autoritaire. L'essentiel, c'est de savoir selon quel principe, ou le président, ou le monarque, ou je ne sais quel dirigeant va mener l'État. À quoi bon une monarchie si vous auriez affaire à un monarque franc-maçon? Alors qu'à l'inverse, vous pourriez imaginer un président catholique, fondamentalement contre-révolutionnaire, et dont la présidence œuvrerait justement à déconstruire l'esprit de la Révolution. Oui, ce n'est pas des étiquettes qui suffisent à résoudre une problématique. Et donc, disons que Civitas a une sympathie naturelle pour la monarchie, mais Civitas ne considère pas que le salut de la France sera assuré par le rétablissement d'une monarchie ou passe nécessairement par le rétablissement d'une monarchie. Civitas considère que le salut de la France passe par notamment le fait de disposer d'un chef d'État catholique. Et peu importe s'il est un président ou un monarque. Mais il doit quoi, se déclarer catholique lui-même? C'est comment? Alors la question... ce n'est pas se déclarer catholique qui fait tout. Alors effectivement, un chef de l'État catholique doit le déclarer, doit publiquement professer sa foi. Mais ce ne serait rien si cela ne se confirmait pas dans la façon dont il gère l'État. C'est dans tous les petits moments de la gestion de l'État qu'il doit démontrer qu'il est catholique. Il doit être catholique dans la façon dont l'État rend justice, dans la façon dont l'État conduit la politique internationale, dans la façon dont l'État conduit la politique économique, la politique sociale, la politique morale, sociétale, familiale. C'est dans une multitude de domaines du quotidien que le chef de l'État doit montrer qu'il est catholique.
se définir comme catholique, claironner être catholique, sans l'appliquer dans la vie politique, ça ne sert à rien. Je pense à toute une série d'hommes politiques qui vont prétendre être catholiques. Bon, Bayrou. Bayrou, démocrate. À la tête du Modem, Bayrou ne va pas hésiter à dire qu'il est catholique. Mais enfin, en même temps, il est catholique le dimanche, durant l'heure de la messe. Mais lorsqu'il redevient un homme public, politique, le même Bayrou nous dit que là, non, il n'est pas un homme politique catholique. Eh bien, cette espèce de schizophrénie, c'est une trahison du christianisme. Et dans un tel cas, cela n'a aucun intérêt. S'il n'applique pas durant la semaine la doctrine enseignée par l'Église dans laquelle il se rend le dimanche, là c'est une trahison. Parce que les partis quand même catholiques, enfin catholiques, partis chrétiens on va dire, ont été au pouvoir en France, oui, quelque part avec Robert Schuman on peut dire, parce que c'était... Puis, oui, même si c'est déjà une démocratie chrétienne qui voilà, donc voilà, en Italie, en Allemagne, sont des partis qu'on... Mais bon, vous avez effectivement dans différents pays d'Europe ce qu'on appelle la démocratie chrétienne, mais qui est un usage totalement édulcoré, voire tronqué de la doctrine de l'Église. Vous savez, c'est bien souvent le monde politique de la démocratie chrétienne qui a trahi le christianisme. C'est pour ça que je donc voulais je n'ai vraiment personnellement pas la moindre sympathie pour la démocratie chrétienne. En Belgique, par exemple, ce sont les élus de la démocratie chrétienne qui ont permis notamment le mariage des personnes de même sexe. De façon générale, on a vu à quel point, pour la démocratie chrétienne, aucun des points non négociables de la morale politique n'a jamais été un élément suffisant pour mettre en danger leur poste ministériel. Vous voyez, quand on est ministre d'un gouvernement en coalition, bien souvent lorsqu'on est dans la démocratie chrétienne, eh bien, si l'on est chrétien et si l'on est minoritaire dans une coalition qui vise à mettre en place une législation totalement hostile aux enseignements de l'Église, par exemple l'avortement, l'euthanasie, bien, le devoir d'un ministre démocrate chrétien, c'est de soit parvenir à bloquer un tel projet de loi, soit de se retirer de cette coalition gouvernementale. Quand je vois des ministres de la démocratie chrétienne dans plusieurs pays d'Europe en réalité être des complices silencieux de toute une série de lois qui relèvent de la culture de mort en matière d'avortement, d'euthanasie, de manipulation bioéthique, etc., eh bien, je répète que ces gens-là ne sont plus des catholiques, certainement pas. Ouais, d'accord. Pour que les choses soient bien claires. Alors, on nous parle aussi beaucoup, du rapport aussi avec l'islam. C'est quoi? Parce que souvent, on va dire qu'on vous a aussi affublé de dire oui, Civitas c'est une association qui s'allie avec des extrémistes musulmans pour manifester, et pour finalement en disant, bon ben voilà, en gros les extrémistes entre eux, ils arrivent bien à s'entendre sur ces questions-là. Alors, bon ben là aussi, il faut être bien clair. Donc, depuis l'initiative de Farida Belgoul avec les journées de retrait des enfants des écoles, en signe de protestation par rapport aux ABCD de l'égalité et à l'idéologie du genre qui est introduit dans les établissements scolaires dès l'école maternelle, eh bien, nous avons été amenés à, dans un premier temps, observer les propositions de Farida Belgoul et ensuite
les soutenir. J'ai salué, et je ne manque pas de le répéter, le courage de Farida Belgoul d'avoir organisé au mois de janvier une première journée de retrait des enfants des écoles, qui a été une très belle réussite, avec un taux d'absentéisme qui est monté jusqu'à 40% dans certaines écoles de banlieue selon les chiffres officiels. Et donc, pour l'avoir rencontrée dans un premier temps, discuter avec elle, observer ses propositions, eh bien nous avons effectivement souhaité publiquement la soutenir, et puis le 19 février, nous avons participé ensemble à une conférence de presse réservée aux médias alternatifs, dont vous étiez, en vue de mettre en place une convergence d'action pour obtenir l'interdiction de la théorie du genre dans les établissements scolaires. Une convergence d'action, ça ne signifie pas du tout ni un front des intégrismes, ni un quelconque œcuménisme ou syncrétisme religieux. Il ne s'agit pas d'une épousaille islamo-catholique, il ne s'agit pas de mettre en place une alternative gouvernementale composée pour moitié de mollahs et pour moitié de prêtres en soutane. Il s'agit simplement de bien considérer que la convergence que nous menons se situe sur un point bien défini, la volonté d'interdire la théorie du genre dans les écoles, dans un contexte bien précis, qui est un plan non seulement national, mais international, visant à imposer la théorie du genre dans la société, et à s'emparer des enfants dès le plus jeune âge pour les endoctriner de façon à banaliser cette idéologie du genre dès les premiers instants où ils se trouvent devant des maîtres d'école. Et cette convergence, elle se fait sans que nous ne nions le moins du monde ni les différences entre partenaires de cette convergence, ni même les antagonismes entre partenaires de cette convergence. Simplement, nous sommes suffisamment intelligents pour parvenir sur ce point précis à décider de tirer ensemble dans la même direction. Parce que ce qui est en jeu relève du droit naturel, ce n'est pas un débat théologique, c'est l'âme de nos enfants que l'on veut souiller, et n'importe quel parent, qu'il soit croyant ou non, qu'il soit catholique, musulman, juif, bouddhiste, athée, peu importe, chaque parent est à même de comprendre le péril que l'on fait peser au-dessus de la tête de ses enfants à travers cette idéologie du genre. Donc cette convergence, c'est une convergence qui repose sur un contexte bien précis, sans nier nos différences, sans nier même nos antagonismes, mais nous tirons dans la même direction. Mais par exemple, dans une France catholique, ce serait quoi la place des musulmans? Comment on peut... Alors, bien sûr que dans une France telle que nous la concevons à Civitas, idéalement, et ça signifie que cela ne se fait pas en un coup de baguette magique, qu'il ne suffit pas d'une année, voire d'un quinquennat, voire d'une décennie pour réaliser un tel plan, mais dans un schéma idéal de France catholique, l'Église
catholique n'est plus séparé de l'État. Ça signifie que la conduite de l'État s'inspire notamment dans toute une série de domaines des enseignements de l'Église, notamment en matière morale, familiale, etc. Et ça signifie que les musulmans vont être placés dans une situation, dans un premier temps, ce qu'on appelle de tolérance. Voilà. Ils sont là. Nous n'imaginons pas la conduite de l'État comme une succession de coups de baguette magique. Donc il ne s'agit pas de dire maintenant l'Église est à nouveau associée à la conduite de l'État. Il n'y a plus de séparation de l'Église et de l'État. La France est intégralement catholique et d'organiser de grands bateaux pour tous les musulmans. Mais il s'agit de marteler que la France, à ce moment-là, prend acte de sa spécificité catholique et qu'elle ne va pas promouvoir les autres religions. Voilà. Donc, à différents moments de l'histoire, dans différents pays chrétiens, dans différents pays catholiques, les musulmans ont néanmoins vécu dans ces situations. Alors, ils étaient des minorités que l'Église dit être tolérées. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je réponds suffisamment à votre question. On nous demande, parce qu'il y a pas mal de questions un peu. Alors, il y a des gens qui sont fâchés. J'ai vu, il y a Paolo, lui, dit non, qu'il n'est pas d'accord. Il est chrétien, mais il ne se reconnaît pas dans le discours. Alors, c'est vrai que le discours... Alors, ça veut dire que les musulmans... Alors, pour bien comprendre, par exemple, vous avez dit, oui, un président, il doit être catholique. Alors, un président musulman, il ne pourra jamais être président de la France, alors un musulman. Je ne fais pas mystère du fait que Civitas vise la restauration d'une France catholique, et donc dans le schéma idéal de Civitas, on ne va pas s'enthousiasmer à l'idée d'un président musulman, ça va sans dire. Il faut être cohérent. Même un athée aussi, peut-être un président athée aussi. Ah mais... Enfin, déjà eu, j'imagine. Bien sûr. Là, on est sérieux. Depuis un bon bout de temps, il n'y en a qu'à l'envie. Non, mais il faut être cohérent. Hein. En l'occurrence, je suis logique avec moi-même, je défends une France catholique. Ça veut dire que les chefs d'État que je souhaite doivent être catholiques, et que donc je ne souhaite pas les chefs d'État qui ne le seraient pas. Mais on ne va pas revenir à un Saint-Barthélemy des musulmans quand même. Enfin, mais bien sûr que non. Non, parce que c'est ça qu'on se demande. Mais voilà, le problème, c'est que les gens ont tendance, et avec le secours des médias, à voir tout comme nécessairement conflictuel et guerrier. Je pense qu'on peut très bien parler de cette situation sans devoir recourir à une situation guerrière, conflictuelle. La question de l'islam en France n'est pas que la question de l'immigration, mais elle est, d'une façon ou d'une autre, liée à l'immigration. Bien sûr, parce que sans l'immigration, il n'y a pas d'islam implantant, c'est évident. L'islam n'est pas... D'où la schizophrénie, d'ailleurs, du Parti Socialiste, à défendre l'immigration et à taper sur l'islam, puisque c'est complètement schizophrène, hypocrite. Or, le message que j'essaye de faire passer à tous, c'est que nous devons tous lutter contre le mondialisme et que nous devons tous faire attention à ne pas être manipulés par le mondialisme
qui justement, très habile, va flatter certaines tentations et nous faire oublier la réalité. L'immigration. Je pense que nous devons tous être des patriotes. Et ça signifie, entre autres, que pour une grande partie de la population issue de l'immigration, il faut, avec intelligence, penser aux besoins qu'ont leur vraie patrie de voir de vraies bonnes élites restaurer ces vraies patries. L'immigration, elle est née des mondialistes. Elle a été organisée pour satisfaire les appétits financiers de patrons apatrides. Elle est entretenue et soutenue par des officines mondialistes comme l'ONU, qui prétend favoriser en Europe l'avortement et répondre au vieillissement des populations par l'immigration. Et en même temps, on voit donc dans les pays dont sont issues ces immigrations des besoins importants qui ne sont jamais satisfaits. Et on voit donc arriver toute une série, par exemple, de révolutions arabes qui sont en réalité des opportunités supplémentaires pour les États-Unis notamment de mettre en place toute une série de pantins qui vont être les hommes de main des États-Unis dans tous ces pays. Et puis qui présente un islam extrême, radical, puisqu'à chaque fois on l'a vu en Libye, on l'a vu ceux de Syrie, effectivement, ceux de, à chaque fois, c'est une branche radicale. On voit se développer des radicalismes de part et d'autre. Je pense que aujourd'hui, il y a toute une génération de musulmans, et plus largement de personnes issues de l'immigration en France, qui ont un bagage intellectuel, professionnel, qui serait hautement profitable à leur pays d'origine, alors qu'à l'inverse, ici, en France, et de façon plus générale dans toute la vieille Europe, il n'y a pas besoin d'être un grand politologue pour s'apercevoir qu'il n'y a plus moyen d'offrir de l'emploi à tous. Il n'y a déjà plus de l'emploi pour tous les Français, a fortiori il ne peut y avoir de l'emploi pour toutes les personnes issues de l'immigration et qui continuent encore à venir d'immigration incessante. 200 000 par an. C'est un mensonge que de laisser croire à tous ces nouveaux immigrants que l'on va leur offrir ici un Eldorado. Et par contre, si l'on veut vraiment être un opposant au mondialisme, eh bien ça nécessite aussi, lorsqu'on est une personne issue de l'immigration, qu'on s'aperçoive que l'on est arrivé en France par la faute de ces mondialistes. Et cela signifie que si on est contre le mondialisme, on doit se poser la question, pourquoi ces mondialistes ont-ils voulu que ces immigrés viennent en France? Et s'ils l'ont voulu, cela ne signifie-t-il pas qu'au contraire, il aurait fallu tenter à tout prix d'améliorer la situation des pays d'origine? Je pense aujourd'hui que sur de nombreux continents, on manque cruellement d'élites. On manque cruellement de gens qui veulent servir le bien commun de leur pays, veulent justement ne pas succomber au mondialisme. Il faut arrêter de vouloir combattre le mondialisme de France
lorsqu'on est issu de l'immigration. Je pense que le vrai travail, et ce n'est pas simple parce que on s'est habitué sans doute à un mode de vie qui est peut-être beaucoup plus confortable que dans le pays d'origine, mais le vrai travail de combat contre le mondialisme, eh bien, impose à un moment ou l'autre de prendre conscience qu'il faut rétablir partout, dans tous les pays du monde, le combat contre le mondialisme. Et ça signifie qu'il faut reprendre en main les commandes de chaque pays par de vrais patriotes. Ceux qui sont ici, qui sont français maintenant, ils peuvent plus retourner. Des fois, c'est la deuxième, troisième génération, des fois. Ils peuvent plus clairement retourner, ils n'ont plus de liens affectifs, culturels. Des fois, ils parlent même pas la langue, des fois. Alors, ce serait absurde de généraliser, et néanmoins, je veux relativiser votre propos parce que, en réalité, dire qu'ils n'ont plus de lien, de racines avec leur pays d'origine me semble éloigné de la vérité. Beaucoup y retournent occasionnellement en touriste. Oui. Alors, ils disent y retourner en touriste, mais s'ils y retournent en touriste, c'est bien parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est la terre de leur père. Oui, et puis ils ont des liens familiaux. Des liens familiaux. Mais le patriotisme, c'est cela. Le vrai patriotisme, le mot le dit, c'est l'attachement à la terre des pères. Le patriotisme, il naît avant tout de ce sentiment d'héritage. On maintient l'héritage dans la terre des pères. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas être un bon immigré servant le pays d'accueil. Je ne dis pas cela. Mais je dis que dans l'absolu, compte tenu de la capacité d'accueil d'un pays, on est arrivé aujourd'hui à une situation qui ne peut pas être gérée correctement sans un retour d'une partie des personnes issues de l'immigration dans leur pays d'origine. Parce que sans ce retour, on dessert à la fois l'avenir de la France et l'avenir de tous ces pays d'origine. Mais c'est valable pour ceux qui sont là depuis pas longtemps, parce que celui qui est là depuis longtemps, ça va être très compliqué. Parce que même là-bas, ce débat en plus, on l'a eu ici, même sur la libre antenne. D'ailleurs, on a parlé beaucoup avec Alasso, lui il parle de remigration, lui il est pour qu'une partie des gens retournent, un peu ce que vous avez expliqué. Mais le problème qui se pose, c'est que souvent quand ils arrivent là-bas, ils sont rejetés les gens. C'est-à-dire que beaucoup d'immigrés algériens, ils le savent très bien, quand ils retournent en Algérie, on les appelle les immigrés. Alors avec l'accent arabe, ça fait immigrés, mais c'est quand même assez cocasse de savoir qu'on les appelle les immigrés là-bas. Mais je veux avant tout souligner à quel point justement, ça c'est la réussite des mondialistes. C'est la victoire des mondialistes d'avoir obtenu cela. C'est la coupure entre l'héritage entre générations. Vous avez donc des enfants de deuxième, troisième génération de l'immigration que l'on prive, d'une certaine façon, de la transmission de l'héritage de la terre des pères. Ça, c'est du mondialisme. Et il faut, me semble-t-il, à tout prix, combattre cela et inverser cela. Et cela passe peut-être par une phase difficile, j'en disconviens pas. J'imagine bien que une personne issue de l'immigration qui est de la troisième génération, qui retournerait s'installer dans son pays que j'appellerais la terre des pères, aurait peut-être un moment de difficulté pour retrouver tous ses repères et pour être bien accueilli. Mais tout de même pas certainement plus difficile que d'imaginer la situation de la première génération qui est venue s'installer en France. Il y a tout de même plus de points communs
entre un Algérien de la troisième génération qui irait s'installer à nouveau en Algérie et un Français et un Algérien de la première génération qui est venu s'installer en France. Ouais, quand même. Mais est-ce que les Algériens vont voir, ça aussi, d'un bon oeil, de voir arriver donc tous ces entre guillemets Algériens d'origine française qui vont former à leur tour, sans en douter, une communauté à part dans les. Je pense que dans un. C'est pas un peu ressouder la France pour aller fracturer les autres, parce qu'en renvoyant les. Je ne crois vraiment pas. Très sincèrement, je pense qu'au contraire, c'est avant tout une étape indispensable au redressement de toute une série de pays à travers le monde. Et c'est aussi une étape indispensable pour expulser les dirigeants vendus, corrompus de toute une série de pays du monde. Si l'on veut vraiment s'opposer au mondialisme, ça me semble être une étape indispensable. Parce qu'on nous dit, par exemple, voilà, au bout de combien de générations on peut considérer que la France est la terre des ancêtres? Voilà, selon l'Athénien qui nous dit ça. Mais il n'y a pas de réponse toute faite, et je dis bien encore que certaines personnes issues de l'immigration vont parfaitement devenir des Français et contribuer au bien commun de la France. Je ne nie pas cette possibilité. Je dis simplement que raisonnablement, la superficie territoriale française n'est pas extensible et que l'on ne peut pas raisonnablement penser que l'on va parvenir à intégrer, souter et homogénéiser un arrivage perpétuel de 200 000 personnes en France et offrir à toutes ces personnes les conditions décentes de vie. On pourrait par exemple couper les robinets, mais tous les gens qui sont là, bon bah ils sont là quoi. De toute façon, ça va être difficile de les faire repartir. En plus, en plus, quoi, il faudrait les faire partir comment? En leur demandant, en posant la question ou de force? Parce que c'est ça quoi. Je pense qu'il faut, encore une fois, il faut avant tout, avant d'envisager des mesures qui seraient coercitives, il faut envisager de parler des principes. Moi, je pense quand même que beaucoup de personnes de la troisième génération, par exemple, qui avaient des grands-parents algériens, d'une façon ou d'une autre, continuent à s'intéresser à la situation d'Algérie. Je pense que beaucoup de Palestiniens continuent à s'intéresser à la situation de la Palestine, même s'ils sont depuis 3 générations en France. Et de même pour les Africains subsahariens, de même pour l'immigration d'origine sud-américaine, ou des pays de l'Est, ou que sais-je. Et c'est logique, et c'est normal. Ils sont français quand même. Ils deviennent français à force. On peut plus. Alors, ce sont des choix. Mais je pense raisonnablement que de toute façon, des situations vont s'imposer. Quand vous n'avez plus d'emploi, parce qu'il n'y a plus assez d'emploi pour tout le monde, parce que c'est une réalité, parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes de la troisième génération et le plus intégré, le plus participatif au bien commun que l'on puisse imaginer, et néanmoins la situation de l'emploi est suffisamment grave pour que vous ne trouviez pas d'emploi. Eh bien, est-ce que c'est une absurdité que de penser que vous allez, au contraire, pouvoir vous épanouir plus facilement en devenant une élite dans la terre de vos pères et à contribuer au redressement de la terre de vos pères. Alors on nous dit, je prends un exemple, Yazef, il dit, moi j'envoie une moitié en Allemagne, l'autre en Kabylie, je fais comment en tant que métis? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de métis aussi en France. Oui, non, mais bon, dans la situation... Moi-même je suis métis, comment je fais? Mais évidemment, dans la situation des gens... de couples enfants du métissage, eh bien, ce sont des choix à avoir. Et encore une fois, mon propos, c'est pas de dire au 31 décembre de telle année, tout le monde monte dans un bateau et s'en va. C'est simplement de tenir compte du réel.
on peut voir tout de façon idéale. On peut voir le monde en rose et ne pas tenir compte du réel, mais c'est la meilleure façon de foncer dans un mur. La réalité, elle nous dit qu'économiquement, nous sommes arrivés à une situation qui n'est plus tenable. Que d'un point de vue de l'emploi, même en coupant les robinets pour toute nouvelle immigration, nous ne sommes plus en mesure aujourd'hui d'offrir de l'emploi à tous ceux qui sont déjà ici. Donc, il faut bien raisonnablement se poser la question de savoir comment on peut résoudre cette problématique. Si l'on observe en parallèle que toute une série de pays sur différents continents ont un manque cruel d'élite et ont un manque cruel de patriotes sincères, est-ce que c'est absurde de penser que nous sommes arrivés à une période charnière où des flux doivent s'inverser? Bah, si c'est faisable, moi ça me paraît très irréalisable, quoi, parce que tous ces jeunes qui ont grandi ici, je les vois pas. Comment on va leur expliquer, bah, vous allez retourner dans un pays qu'ils connaissent pourquoi est-ce que ce serait plus absurde que d'imaginer un Français qui va s'établir en Australie pour tenter de faire carrière? Pourquoi est-ce que ce serait plus absurde que d'imaginer une infirmière roumaine s'installant en France ou un ébéniste centrafricain s'installer en France aujourd'hui? Parce qu'à chaque fois, dans les exemples que vous donnez, on a l'impression que c'est quand même une ascension. C'est-à-dire c'est le Français qui part en Australie ou qui part... comment dire, dans un autre pays, mais là... Mais c'est à chaque fois un défi. Ouais. Mais là, on a l'impression que le Malien qui retourne au Mali, c'est un échec. Quoi. Non, mais bien justement, faire penser cela, c'est exactement le but des mondialistes. Alors qu'au contraire, il faut parvenir à voir les choses du bon côté. Cela ne doit pas être vu comme un échec, mais au contraire, comme une volonté assumée de redresser la terre des pères. Eh ben on va faire une petite pause parce qu'on fait signe à la régie et puis on revient juste après sur ce débat très très intéressant. En plus il y a plus de 40 milliards évidemment d'observations, de réactions, on en parlera avec vous. Je sais que c'est un sujet délicat, mais je pense qu'il faut parvenir à sortir des manichéismes imposés par les mondialistes. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire attention de ne pas se laisser flatter habilement par l'adversaire. L'adversaire, il va vouloir dire « mais pensez, la réussite, elle se fait en Europe, si vous retournez chez vous, c'est un échec ». Ça, c'est un raisonnement imposé par les mondialistes. Eh bien, on en reparle juste après, à vous la régie. Voilà, de retour après ce petit intermède, beaucoup de réactions, évidemment, sur cette question qui est toujours un sujet, alors on se disait un peu plus dépassionnalisé qu'il y a quelques années, mais bon, qui suscite toujours énormément de réactions. Alors il y a des réactions pour, il y a des réactions contre, hein, des gens qui ne sont pas d'accord, certains qui nous disent oui d'accord, il faut que ça reste un choix. Voilà, Saint-Quenel aussi, il parle, il dit oui, que ce ne sont pas les immigrés qui ont construit Chambord, Chenonceau, etc. Donc voilà, il y a toujours pas mal de choses divergentes. On tient à préciser, vous avez bien dit que c'était un choix. Il ne s'agit pas de mettre des gens sur des bateaux, de les renvoyer, de dire... Tout naturellement, je pense qu'il faut avoir en permanence ce souci que les choses se fassent dans la sérénité. Et de façon justement totalement dépassionnalisée. Je pense simplement que la réalité économique et sociale va amener les gens à faire des choix. Qu'est-ce qu'une personne issue de la troisième génération de l'immigration va préférer? Imaginons le scénario demain d'une France totalement appauvrie, avec un taux de chômage sans précédent,
une crise du logement qui dépasse tout ce que l'on a pu connaître jusqu'à présent. Des frigos vides et pas de quoi se payer donc ni un bon logement, ni de quoi manger à sa faim. Et imaginons qu'en parallèle, il y ait les pays que j'appelle la terre des pères, l'Algérie, l'Inde, tous ces pays qui émergeraient.